Yo yo, bienvenue dans cette nouvelle critique. Aujourd'hui, on va parler du coup du film qui s'appelle Retour à Séoul. Alors c'est vrai qu'en plus cette semaine, il y avait beaucoup de films que j'avais envie de voir. Il y avait notamment Tar, le film avec Cate Blanchett qu'il faut que j'aille voir parce qu'il a l'air d'être quand même sacrément cool. Il y avait aussi du coup un film japonais, si je me trompe pas, je crois qu'il s'appelle La Famille Asano, qui a l'air d'être un film apparemment hyper solaire et tout. J'avais grave envie de le voir. Et donc du coup, j'hésitais quel film j'allais voir ou pas, etc. Il y a même celui avec Gérard Butler là de Richet. Mais le truc c'est que je me suis dit, bon, la semaine dernière on a fait Babylone, cette semaine il y avait Tar, etc. Mais je me dis bon, la chaîne elle est quand même centrée beaucoup sur le cinéma asiatique. En plus, Retour à Séoul a fait partie du festival du film coréen à Paris, donc le FFCP, le festival auquel je participe. On l'a eu en avant-première pendant le festival en octobre. Je l'avais pas vu à ce moment-là, donc là je me suis dit bon, on va choisir ce film-là pour faire la critique cette semaine. Donc c'est parti pour Retour à Séoul. Et malheureusement, j'ai vraiment pas du tout aimé le film. C'est un truc de fou. Et à un point où ça faisait très longtemps, j'ai l'impression que je m'étais pas autant fait chier au cinéma. Alors, j'ai beaucoup de mal à faire des vidéos en vrai dans la vraie vie, oui, parler de ce qu'on n'aime pas, pourquoi pas, mais faire une vidéo où je vais totalement chier sur un film, bon, voilà. Donc je vais essayer quand même de donner des arguments du pourquoi j'ai pas aimé. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, partager, commenter, parce que ça participe au référencement de la chaîne. C'est hyper important pour perdurer sur YouTube, tout ça. Vous connaissez la chanson. Et déjà, ouais, effectivement, le premier truc que j'ai sur le film, c'est à quel point c'est long. C'est vraiment très très long. Et je vais justement essayer de décortiquer de pourquoi est-ce que j'ai trouvé que le film était long et pourquoi, au-delà même du fait que est-ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, je trouve que intrinsèquement il y a des choses qui marchent pas et qui rajoutent en fait ce côté longueur au film. Et d'ailleurs c'est marrant parce que je viens de sortir une vidéo sur le château de l'araignée où à un moment j'explique la différence entre lent et long et que c'est pas parce que c'est lent que c'est long. Mais là en l'occurrence j'utilise bien le bon terme. J'ai vraiment trouvé que c'était long parce que le film est pas nécessairement lent, mais c'est la dynamique, le rythme et ce qui se passe à l'intérieur de certaines séquences, c'est vraiment, ça traîne en longueur, quoi. Donc voilà. Et je vais commencer probablement déjà ce qu'il y a de plus flagrant dans le film, c'est son actrice. Alors je sais que c'est pas une actrice professionnelle, c'est pas son métier, qu'elle voulait pas, elle veut pas devenir, enfin en tout cas je sais pas si maintenant aujourd'hui elle veut devenir actrice, mais en tout cas c'était pas son métier de base. Alors après ça veut rien dire, il y a plein de gens qui n'ont jamais fait de théâtre, de cours d'acting, et tu les mets devant une caméra et ils ont un naturel qui arrache l'écran. Donc le problème il est même pas là. Mais factuellement, elle joue pas bien, quoi, et ça marche pas. Et il y a plein de séquences où moi, personnellement, en tout cas, je peux pas y croire et je peux pas être intégré émotionnellement au film parce qu'elle joue mal, quoi. Et du coup, comme c'est quelqu'un en plus qui n'est pas forcément une actrice, je vais même pas plus la blâmer que ça. Pour moi, l'erreur, elle est du côté du réalisateur, de l'avoir castée, de l'avoir prise et d'avoir fait tout un film sur elle. Et d'ailleurs, le fait qu'elle joue mal est accentué par la mise en scène. Et là, je vais y revenir un peu après quand je parlerai un peu de la mise en scène du film. Mais vraiment, c'est dur, quoi. Il y a vraiment plein de moments où ça marche pas, quoi. Et même au-delà de ça, je pense qu'il y a même pire, c'est qu'elle est même pas aidée par son personnage principal. C'est vrai qu'à la base, j'avais peut-être prévu de parler du personnage principal après, mais je vais en parler maintenant tant qu'à faire. C'est l'écriture du personnage, mais c'est pas possible. Et j'en parle souvent dans les vidéos, mais à quel point c'est difficile de créer un personnage antipathique et désagréable. C'est compliqué de faire tout un film où ton personnage principal, le spectateur va le détester. Comment est-ce que tu fais pour tourner ça? Comment est-ce que tu arrives à capter le spectateur pour qu'il reste émotionnellement pendant tout le long d'un film en suivant quelqu'un qu'il aime pas? Et il y en a qui arrivent à le faire. L'année du dragon de Cimino, il a quelque chose d'assez intéressant et intriguant là-dedans. Parce que, mine de rien, je trouve que le personnage de Mickey Rourke qui est horrible à souhait pendant tout le film et qu'on l'aime pas, mais il arrive à en tirer quelque chose. Ou alors t'as des gens justement comme Rob Zombie qui font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils te commencent avec des gens qui sont absolument horribles, comme par exemple Devil's Reject, avec une famille de serial killers, mais parce que eux-mêmes se retrouvent à être traqués, tu te mets à toi, spectateur, avoir de l'empathie pour ces personnages-là qui sont à la base des saloperies. Donc c'est hyper intéressant de comment est-ce qu'on peut jouer avec ça. Mais dans tous les cas, c'est hyper dur. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Et moi, j'ai vraiment subi ça pendant tout le film. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est ultra antipathique. Elle est désagréable à souhait. Et en fait, t'as tout ce truc-là où t'as la quête de son adoption, du pourquoi, du comment, mais même pas que ça. La manière qu'elle va traiter les gens autour d'elle, notamment le mec qui, au bout d'un moment dans le film, voilà, il est un peu saucé par elle. La manière qu'elle va lui répondre, même d'ailleurs la manière qu'elle a de se tenir tout court. Quand elle se retrouve dans sa famille adoptive, etc., avec son père, ou les échanges qu'elle a, genre constamment au milieu du film, elle a une manière ultra désagréable d'être, et je trouve ça grave dommage. Parce que je trouve que ça sert pas du tout le film, que ça sert pas du tout le personnage, et qu'en plus de ça, ça sert même pas l'actrice. Par quel biais on rentre en fait dans le film? Comment on fait? Je peux pas rentrer par le biais de l'histoire, parce qu'il y a trop de longueur, j'arrive pas trop à kiffer le bail, j'arrive pas à rentrer non plus par le biais du personnage, parce qu'elle est détestable à souhait. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup son amie qu'elle rencontre dans l'auberge de jeunesse, je pense que c'est une auberge de jeunesse du coup, et qui s'appelle Théna d'ailleurs.
Bonjour Tena. Excusez-moi, c'est une petite private joke pendant la critique. Mais il y a aussi Tena qui, je trouve, elle-même presque joue mieux qu'elle d'ailleurs. Et je peux même pas rentrer par le biais de l'actrice parce qu'elle joue pas assez bien pour qu'elle m'emporte dans le film. Donc déjà, rien que pour ça, je trouve que forcément le film devient plus long quand on rentre pas dedans. Ça, c'est une réalité. Mais je pense qu'encore une fois, factuellement, il est long. Mais avant de rentrer dans la mise en scène, dans le montage et même presque dans le scénario, comment l'histoire elle est construite, j'aimerais même parler du début du film parce que justement, la promesse était plutôt intéressante où elle commence à parler avec sa pote, enfin en tout cas sa nouvelle pote qui parle aussi français, ils sont dans un bar et puis elle a un discours intéressant, genre il y a des choses que tu peux contrôler. Elle lui demande comme quoi, comme la peur. Et à ce moment-là, du coup elle se met à parler avec des gens à une autre table, elle ramène 2 autres meufs d'une autre table et il y a ce truc là où tu dis putain le personnage finalement il est peut-être intéressant, en tout cas au début du film. On se dit tiens, elle arrive à faire des choses que dans la société personne n'aime faire. Justement on peut contrôler la peur, ok il y a un discours intéressant. Et au début du coup on se dit bon c'est une meuf un peu qui s'en fout un peu de tout, qui a une espèce de liberté parfois presque un peu folle en fait. Et du coup toute la séquence qui suit elle est plutôt cool, moi je trouve que ça marche etc. Et justement tout ce côté libre qu'elle a, que t'as envie de respecter, et en fait tout s'écroule au fur et à mesure du film parce qu'elle est désagréable quoi. Et mine de rien aussi je trouve que le jeu de Freddy, du personnage principal de l'actrice, il est quand même mis à rude épreuve quand elle se retrouve face à d'autres gens qui justement jouent un peu mieux qu'elle. Par exemple même je trouve que Tena, même quand elle parle en français qui n'est même pas sa langue maternelle, je trouve presque joue mieux qu'elle parce que de la manière dont elle a de toute cette douceur un peu qu'elle rejette et ce côté aussi très coréen. André qu'elle rencontrera plus tard dans le film qui joue vraiment je trouve très bien, même presque aussi Kai Kai, un tatoueur qu'on aussi on verra plus tard dans le film, et même le père, son père à elle, je trouve aussi qu'il amène quelque chose, une espèce de tension qui est toujours là, même au-delà de comment il livre ses dialogues, mais la tension qui dégage de ses yeux, de ce côté un peu blafard qu'il peut avoir au fur et à mesure du film, et je trouve que tout ça rejette aussi malheureusement le jeu un peu raté de l'actrice. Et donc là où je trouve le film long, déjà pour commencer, c'est en termes de rythme, et même de rythme à l'intérieur même des séquences. Je m'explique. On suit quand même une Française, donc elle a été adoptée en Corée, mais en gros elle a grandi en France, donc il ne parle pas coréen. Donc déjà, tout le film, il va falloir lui traduire les gens qui parlent coréen. Et le problème, c'est que c'est compliqué de faire un film où tu as des dialogues constants, où tu as quelqu'un qui parle une langue et l'autre personne qui doit traduire ce qu'on a dit. Ok, à un moment dans le film, je prends un exemple, elle se retrouve avec sa famille coréenne, avec son vrai père biologique. Et le truc, c'est que eux ne font que parler anglais, ne font que parler coréen, pardon. Donc du coup, elle a ramené Tena avec elle pour qu'elle puisse le traduire. Donc ce qui fait qu'il parle coréen, ensuite Tena traduit en français. Mais en plus de ça, dans les sous-titres et comment le film est fait, quand ils parlent coréen, ils nous sous-titrent en fait ce qu'ils sont en train de dire. Donc nous, on sait déjà ce qu'ils disent. On a déjà l'information de ce qui se dit en coréen et ensuite on doit se la retaper en français. Alors oui, ça se voit qu'il a demandé à Tena en termes de dialogue qu'elle raconte, elle raccourcit énormément ce que les Coréens y disent, mais ça fait une redondance. Et le problème, c'est qu'une séquence, c'est une chose, mais c'est ça pendant tout le film et à divers niveaux. Ça peut être quelqu'un qui va traduire de l'anglais au coréen, du français au coréen, enfin peu importe. Et en fait, ça arrive comme ça tout le long du film. Et plein de fois, on se retrouve avec des séquences où il y a quelqu'un qui traduit à quelqu'un. Déjà, ça rajoute de la longueur en fait au film, à l'intérieur même des séquences. Et en plus de ça, mine de rien, à part Freddy, qui elle parle très bien français et parle très bien anglais et qui parle pas coréen, et Tena par exemple, qui parle coréen, qui est coréenne et qui parle un peu français, mais elle parle français un peu, voilà, c'est lent sa manière de parler. Au début du film, ils sont avec un autre pote aussi, qui lui aussi parle un peu français, mais pareil, sa manière de parler, elle est un peu lente, il cherche un peu ses mots. La tante, elle parle anglais, mais pareil, son anglais, il est un peu cassé, donc du coup, elle parle lentement, et ça rajoute encore plus de longueur aux conversations, parce que du coup, t'as ces gens-là qui sont en train de parler coréen, on a le sous-titre, on sait déjà ce qu'ils sont en train de dire, et ensuite, t'as Tena qui est en train, si je prends que cet exemple-là, parce qu'il est très parlant, mais c'est comme ça tout le film, hein. Et ensuite, t'as Tena qui traduit en français à Freddy, donc le problème, c'est que on se retrouve à écouter quelque chose dont on a déjà l'information, et qui en plus de ça, a du mal à arriver. Et tout ça, ça rajoute encore une fois, voilà, une espèce de chape de plomb qui est pénible à la fin du film. Et c'est d'ailleurs quelque chose, je trouve que Drive My Car, le film du coup japonais de l'année dernière, si je dis pas de bêtises, d'Hamaguchi, arrivait très bien à faire. C'est-à-dire qu'il se retrouve avec une pléthore d'acteurs qui viennent tous de pays différents, personne parle la même langue, et en fait, t'as une espèce de vivacité qui se crée entre les échanges, qui est hyper jouissif, ce qu'il n'y a pas en fait malheureusement dans Retour à Séoul, qui en plus, je parlais de chape de plomb juste avant, et aussi une chape de plomb en termes thématiques, parce que déjà, le sujet est lourd, ça c'est sûr, retrouver son adoption, etc., se retrouver dans une famille, ton père biologique que t'as jamais vu, comment ça se passe, il y a quelque chose de lourd là-dedans. Il n'y a jamais de moment où on prend un peu de recul, on respire un peu, et voilà, genre toutes les séquences, à part le début justement peut-être, assez légère et assez cool justement, sauf que c'est trop au bout d'un moment, donc tu rajoutes en plus de ça la lourdeur
lourdeur de ce qui se passe, de comment il parle, des traductions, du jeu même de l'actrice, parce qu'elle est jamais contente aussi de ce qui se passe. Il n'y a jamais vraiment de beaux moments un peu légers, parce qu'au pire, il reste 2 secondes et on n'en profite pas assez. Par exemple, quand elle est avec son père biologique, à un moment, il parle du fait qu'il pêche, qu'il raconte un peu son enfance. Je trouve ce moment hyper beau et hyper joli et hyper touchant. Mais il dure 2 secondes. Et on reste pas sur ces moments où elle peut aussi vivre des choses un peu, on va dire... En fait, je pense qu'elle aurait dû vivre avec son père biologique 1 ou 2 moments qui étaient cool. Même un, ça suffisait. Un moment où, voilà, il y a un peu de bonheur, c'est cool, on respire. Et ensuite, mettre la chape de plomb où, voilà, ça dérive, ce qui se passe, elle l'aime pas, etc., etc. Parce qu'au moins, on aurait eu, on va dire, les montagnes russes. Là, on est toujours sur un même fil rouge de c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Et puis en plus, je trouve que tout ça est encore plus accentué par la mise en scène. Alors, c'est là le problème. C'est forcément, je pense, quand même un film à petit budget, etc. Donc à quel niveau ce que je vais dire, c'était une volonté de mise en scène pure ou une réponse à un problème, et peut-être que c'est les deux d'ailleurs, mais on est tout le temps collé au personnage. Et ce que je veux dire par, est-ce que du coup c'était un problème de prod, c'est que forcément, faire des plans larges, ça coûte plus d'argent que faire un plan serré. Parce que, par exemple, si tu vas dans la rue et qu'il faut faire un plan large, peut-être qu'il faut bloquer ça ou bloquer ci ou je ne sais quoi. Et oui, alors sinon, peut-être qu'il faut plus de figurants. Donc forcément, en fait, les gros plans permettent de dépenser moins d'argent. Donc en fait, je sais pas à quel niveau c'était une question de prod, une question de financement ou une question de mise en scène, ou du coup, l'un a influencé l'autre, comme en tout cas ça peut arriver très souvent dans le cinéma. Mais là, en l'occurrence, ça rajoute encore une fois de la lourdeur, parce que on est tout le temps collé à eux, on est tout le temps en gros plan, et d'ailleurs, les 2 premiers plans du film, c'est littéralement la mise en scène du film. Et on respire jamais aussi en termes de mise en scène. Et du coup, parfois, il faudrait prendre un peu de distance, même par rapport à d'autres personnages, ou même par rapport à Freddy. C'est là où, justement, un film comme L'Événement est hyper intelligent. C'est qu'on vit tout à travers les yeux de l'actrice de L'Événement. Mais voilà, l'actrice de L'Événement, donc qui s'appelle Anna Maria Bartolomei, c'est quand même un autre calibre que l'actrice, malheureusement, de Retour à Séoul. Donc c'est aussi, quand t'es collé comme ça à quelqu'un et qui joue pas tout le temps bien, c'est dur aussi de s'imprégner de ça. Là où L'Événement, il y a quelque chose qui transpire. Elle a un jeu dedans qui est incroyable. Mais c'est pareil, c'est-à-dire que c'est un film qui s'appelle Retour à Séoul, et je trouve qu'on ne vit jamais Séoul, et on ne vit jamais la Corée. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a des endroits où, oui, on voit qu'elle est pas à Paris, certes, mais on te le filme jamais vraiment. On est tellement collé à tous les personnages que je trouve qu'on ne vit jamais vraiment la Corée. Il y a ce truc-là où la mise en scène déjà bloque un espèce de côté. Retour à Séoul, on a envie de vivre un peu Séoul, et ce qui se passe, même si t'as 2-3 plans larges dans le film, évidemment, mais majoritairement, c'est pas le cas. Et moi, je trouve que majoritairement, j'ai pas vécu la Corée à travers ce film-là, en fait. On est collé à tous les personnages. C'est-à-dire que si t'es collé tout le temps à l'actrice principale, oui, parce que du coup, on est vraiment, on crée quelque chose. Là, on est collé à n'importe lequel des personnages. On est tout le temps en très gros plan sur eux. Et même, du coup, en termes de rythme global du film, il y a un peu ce côté-là, en termes d'écriture et de montage. Le film, en fait, fait le choix, au bout d'un moment, de te montrer 1 an plus tard. Puis tu vois un truc, puis ensuite, on te voit 3 ans plus tard, ou 5 ans plus tard, etc. Et ça arrive genre 3 ou 4 fois dans le film. Et c'est très haché, et surtout, le problème, il n'y a pas de logique entre les séquences. On passe par exemple, le premier jump, donc je vais commencer un peu à raconter, à spoil, je le dis maintenant au cas où pour ceux qui veulent pas, mais là, je suis obligé quand même. Donc, par exemple, le premier jump qu'on fait, je crois, de 1 ou 2 ans, et elle est encore en Corée. C'est-à-dire qu'au début, on termine tous son premier voyage en Corée en mode, j'aime pas la Corée, tout le monde veut me marier, je sais pas ce qu'ils veulent, et de toute façon, je vais rentrer en France, il y avait un peu ce côté-là, pour nous faire un 2 ans plus tard, et elle est encore en Corée. Je crois que c'est le moment où, du coup, elle est avec le tatoueur, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Et en fait, t'as ce truc où tu dis, mais pourquoi? Mais on comprend pas. En tout cas, moi, j'ai pas compris. Enfin, c'est quoi le bail? Alors oui, on pourra toujours essayer de dire, oui, mais c'est parce qu'en fait, elle était comme ci ou comme ça. Ouais, mais le film ne le montre pas, en fait. Ça va presque même d'ailleurs à l'encontre de ce que psychologiquement le personnage était juste avant les 2 ans que nous, on nous a laissé. Donc déjà, ça, c'est un problème. En plus de ça, on te retrouve avec une nouvelle personne, tout aussi désagréable d'ailleurs, même si elle a un côté un peu marrant, parce qu'elle est un peu rentre dedans, avec André, etc. Donc pourquoi pas, mais pareil, on comprend pas trop ce qui se passe. Bon, ok, pourquoi pas, mine de rien, qu'elle s'est retrouvée à être vraiment à tomber dans la drogue et tout ça, entre guillemets, on va dire, et dans la fête et dans le underground de la Corée. Puis ensuite, on se retrouve 5 ans plus tard, ou un truc comme ça, où elle revient en Corée, nouvel habit, nouvelle personne, avec un mec, etc. Et je sais pas si je suis dans les bons timings, hein, mais bon, au pire, vous comprenez de quoi je parle. Et là, on se dit, intéressant, c'est une autre personne. Et donc, du coup, bon, en plus là, pour le coup, le switch, on comprend. Elle a appelé André avant, maintenant, elle va devenir vendeur d'armes. Bon, allez, pourquoi pas. Bon, c'est quand même... c'est très facile, mais pourquoi pas. Donc, on se dit que c'est une nouvelle personne. En plus, elle dit à son mec, j'ai besoin de toi, etc. Ok, intéressant. Et puis, il se passe ce qui se passe, il se passe ce qui se passe. Et puis, d'un seul coup, on se retrouve à la fin de toutes ces séquences-là, où ils sont dans le taxi, et puis tout ce qu'elle lui dit, sorti de nulle part, tu sais que je peux te jarter de ma vie en un claquement de doigts.
Pourquoi? Alors, peut-être que le film, c'est de faire en sorte que le personnage soit désagréable au possible, littéralement tout le temps, et qu'elle ait jamais évolué. Mais encore une fois, je trouve ça dangereux. Et moi, personnellement, ça m'a saoulé, parce que déjà, que j'arrive même pas à rentrer dans le film, parce qu'elle est désagréable, au moment où je me dis, putain, là, c'est intéressant, le personnage, il évolue, et ben en fait, non, il est toujours aussi désagréable. Et en plus, je trouve qu'il est désagréable d'une manière désagréable. Je sais pas comment expliquer, mais ce qu'elle dit à ce mec-là, en fait, il y a rien, vraiment rien, qui justifie qu'elle dise ça à ce moment-là. À part le fait que c'est une personne horrible. Genre, littéralement horrible. Genre de A à Z. Parce que le mec a toujours été là pour lui, et tout ça, ça s'est bien passé avec le daron et tout. Donc en fait, ça n'a aucun sens. À part elle qui détruit sa vie. Mais par exemple, si on prend des personnages qui essayent de détruire, qui s'auto-détruisent, bah, il y a quand même une construction et une empathie envers ces personnages qui s'auto-détruisent. Là, je trouve qu'il y a zéro empathie envers elle. Parce que ça arrive tellement comme ça, en un claquement de doigts, ce qu'elle lui dit de je te jette de la vie, de je te jette de ma vie quand je veux, que c'est trop gratuit. Et moi, en tout cas, personnellement, j'ai eu zéro empathie pour elle du coup à cause de ça. Pour que, en plus de ça, dans la dernière séquence du film, on se retrouve nulle part dans une espèce de montagne, je sais pas trop où est-ce qu'on est. Ensuite, claquement de doigts, elle se retrouve dans un hôtel, pourquoi pas. Et ensuite, elle parle, elle se retrouve dans les toilettes pour finir le film sur elle qui joue au piano. Et en fait, il y a ce truc-là aussi, pareil, je comprends pas la fin, je comprends pas. Oui, on pourra toujours essayer de dire, ouais, mais peut-être qu'elle jouait le piano de son père qui lui a fait écouter. Mais il y a rien qui a amené à ça. Déjà, d'où est-ce qu'elle joue au piano? On l'a jamais vu jouer au piano. Ça arrive comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire que, pareil, on l'a jamais, par exemple, revu réécouter ce son-là. C'est-à-dire que oui, il lui a fait écouter une fois, par exemple, au restaurant. Ça se trouve, c'est même pas ça qu'elle joue. Hein. Mais imaginons, c'est ça. C'est-à-dire que oui, il lui a fait écouter une fois au restaurant, mais derrière, on l'a jamais réécouté. On l'a pas vu, elle, en train de réécouter la musique. Donc, on sait pas si, au final, cette musique l'a marqué. Donc, si c'est pas ça qu'elle joue au piano à la fin, qu'est-ce qu'elle joue au piano? Et pourquoi ça se finit comme ça? Enfin, je trouve que ça veut rien dire, cette espèce de retour à la nature qui vient comme ça de nulle part. Alors oui, justement, le propos, il est peut-être là. Il est peut-être justement sur elle se ressourcer, en fait. Partir à l'aventure toute seule, se ressourcer, etc. Mais à part le fait d'elle, toute seule, dans la nature, il n'y a pas de propos. Parce que bah, le retour à la nature, il n'est pas dans le fait de jouer au piano, en fait. C'est pareil, je trouve que la fin, elle est un peu ratée, quoi. Donc voilà, malheureusement, je pense que vous l'avez compris, j'ai vraiment pas du tout aimé le film. J'ai trouvé le temps extrêmement long et ça faisait très longtemps que je l'avais pas trouvé aussi long. Mais bon, c'est comme ça, et puis en soi, c'est pas très grave. Hein. Donc voilà pour la critique de Retour à Séoul. Bah écoutez, en attendant, portez-vous bien, et puis à la prochaine. Banks!